santé au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette édition. Au sommaire, le Togo, membre officiel du Commonwealth, la communauté des nations. Depuis hier, le flag raising a été observé avec la présence du chef de l'État fort Esozimna Gnassingbé et des officiels britanniques. Le film complet de la cérémonie en ouverture de cette édition. Nous allons également vivre dans cette édition une pratique qui est restée dans l'histoire et qui s'invite aujourd'hui dans le mois du consommé local. Le troc, la pratique et ses effets. En ce moment de vie chère, on en parle aussi dans ce journal. Au Burkina Faso, le capitaine de 34 ans, Ibrahim Traoré, a prêté serment ce matin comme président de la transition. Le défi sécuritaire reste une priorité. Un appel est lancé pour une mobilisation nationale. Nous parlerons enfin de la jeune fille togolaise curieuse, battante et entreprenante. Pour mieux gérer des projets, elle bénéficie d'un accompagnement qui semble aujourd'hui primordial. On parle du digital. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bienvenue aux 20h. Comme annoncé, le Togo a scellé officiellement hier à Londres son appartenance au Commonwealth, l'organisation intergouvernementale, à travers un flag raising. La levée du drapeau togolais, un cérémonial observé à chaque nouvel adhérent. C'était en présence du chef de l'État fort Esozimna Gnassingbé. Le résumé de la cérémonie avec Joseph Amega. L'emblème du Togo, hissé à Marlborough House, siège du secrétariat général du Commonwealth, symbolisant ainsi l'acceptation solennelle de notre pays au sein de la grande famille du Commonwealth. Le président de la République, fort Esozimna Gnassingbé, a pris part à cette importante cérémonie aux côtés du docteur Arjo Sudo, représentant la secrétaire générale de l'organisation, Madame Patricia Scotland. La présence du chef de l'État à cet événement historique traduit manifestement sa ferme détermination de poursuivre, de renforcer et de conforter la politique de diversification des partenariats et de coopération du Togo avec les autres États. Le Commonwealth se présente à cet effet comme un cadre idéal pour notre pays, bien que francophone, d'étendre sa coopération au monde anglophone. En cette importante circonstance, je voudrais demander à chacun d'entre vous d'être témoin de l'engagement renouvelé du Togo envers les valeurs fondamentales de la paix, de la démocratie et du développement que nous partageons. Nous sommes résolus à construire des ponts plutôt qu'à élever des barrières. C'est pour cela que dans notre quête d'une relation renforcée entre notre pays, le Togo, et tous les autres membres du Commonwealth, nous ne voyons aucun obstacle dans la différence de langue. Le Togo entend parvenir à ses objectifs à travers les échanges dans la culture, l'éducation, les relations commerciales et le multilatéralisme. Notre entrée dans la famille du Commonwealth est une véritable stimulation pour progresser ensemble et ne laisser personne de côté, a déclaré le président de la République. Le chef de l'État a rappelé par ailleurs les défis et la crise sans précédent que traverse notre monde et dont la solution passe par la collaboration entre les États. Au regard des défis et de la crise sans précédent que traverse le monde, nous devons mettre en commun nos efforts pour nous assurer que la mondialisation tienne compte de tous et contribue à un développement durable. Je forme le vœu que cette nouvelle aube ouvre une ère de coopération fructueuse, de croissance économique, de développement durable et d'épanouissement social et culturel pour nous tous, a préconisé le président de la République. Le secrétaire général adjoint du Commonwealth, Dr Arjo Sudo, a salué l'adhésion du Togo au sein de cette organisation qui regroupe des États qui travaillent et collaborent ensemble pour trouver des solutions aux différents défis auxquels
fait face le monde. Nous sommes aujourd'hui aux prises avec des problèmes mondiaux les plus critiques et les plus éprouvants que le monde ait jamais connus. Ces menaces et défis exigent une détermination renouvelée, un état d'esprit différent, mais surtout, il faut collaborer, a-t-il déclaré. Avec l'entrée officielle et solennelle ce jour du Togo dans le Commonwealth, le chef de l'État, Faure Essozna Gnassingbé, confirme une fois de plus son choix pour une politique d'ouverture et d'intégration dont l'objectif à terme est d'amener le pays à relever des défis majeurs, notamment ceux liés à l'accélération de la transformation structurelle de l'économie togolaise, avec une priorité à la transformation de l'agro-industrie, l'accroissement de l'investissement privé, le renforcement du système de protection sociale, l'éducation et les infrastructures. Merci Joseph Amega. Et nous restons toujours à Londres pour suivre la réaction de certains officiels togolais et même étrangers présents à la cérémonie. Le Togo est déjà ouvert au monde et restera encore plus avec le Commonwealth, a laissé entendre Kaimi Vedor, ministre togolais de l'investissement. Suivez. And we just want to say that it is a great day for us. It has been a long day, a long way, as the process has started since 2014, and now I think that it is a great day, and there is another way is open for us. This day will open for us. I think that we are going to open for us the world. The country is open to the world because somebody is asking to themselves why Togo is joining the Commonwealth. For us, it is that we have just a francophone country, but we know that to be member of this huge family of Commonwealth will give us a lot of opportunity that we can add to the opportunity we have already to be francophone country. And I just want to thank you to accept us to be a member of this huge family, to share with us all the experience, all the value you have, and I'm sure that it will be a great way for our country. And I just want to ask all of you who are there, to clap our head of the state, to have. J'ai été très honoré d'avoir été invité. Je suis très content. Je pense que c'est une bonne chose pour le Togo. Ça permet de diversifier les partenaires et ça permet d'ouvrir des horizons pour le Togo en plus de ce qu'ils ont. Je voudrais, au nom de cette jeunesse qui est au pays actuellement, dire un sincère merci au chef de l'État pour sa vision éclairée de la politique et surtout pour son intérêt à l'endroit de la jeunesse. L'adhésion de notre pays au Commonwealth bénéficie d'abord, selon moi, à la jeunesse togolaise. Parce qu'on dit généralement, les doyens n'ont plus d'avenir, n'ont que des souvenirs. Donc je voudrais vraiment que cette jeunesse togolaise témoigne toute sa reconnaissance au chef de l'État qui a toujours ce souci-là pour la jeunesse. Vous voyez comment il a pris les dispositions pour que les jeunes entrepreneurs soient avantagés sur le plan du secteur privé. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, le chef de l'État a une vision à l'endroit de la jeunesse. On ne peut que souhaiter vraiment au chef de l'État une parfaite santé, que Dieu l'illumine toujours pour qu'il puisse toujours penser à nous qui sommes jeunes dans son pays. Avec le Togo dans la famille Commonwealth, ça va beaucoup nous aider et ça va ouvrir beaucoup d'investissements dans le pays Togo et les business people will come to the country to support our plan national de développement. Cet événement est très historique parce que ça ouvre de grandes portes en termes de collaboration, éducation et échange culturel. Parce qu'il y a longtemps que nous, en tant que chercheurs et professeurs en Grande-Bretagne, on cherchait des collaborations. Mais il y a toujours des difficultés à traverser. Mais avec le Commonwealth, je pense qu'il y a plusieurs portes qui sont ouvertes. Déjà, il y a plusieurs bourses et tant de choses qu'on peut faire ensemble dans le Commonwealth. Ce qu'on ne pouvait pas faire hors du Commonwealth. Je pense que ça, c'est très important pour le développement du pays. Nous devons, nous, les hommes d'affaires, le secteur privé, profiter donc de cette opportunité pour faire en sorte que le Togo puisse vivre des jours meilleurs avec
cette entrée dans le Commonwealth. Je prends aussi au niveau de l'éducation. Je crois que la Grande-Bretagne est reconnue pour la qualité de l'enseignement dans ce pays. Et je crois que déjà, s'il y a l'éducation, c'est déjà un pas important vers un futur meilleur. Et j'espère qu'avec ça et l'éducation qui va suivre derrière, que les Togolais vont être encore plus dynamiques sur ce marché de 56 États de 2,5 milliards de personnes. Nous remercions nos autorités pour l'effort abattu. Le Commonwealth, c'est un grand marché. Ça nous permettra aujourd'hui de faire des efforts et puis nous atteler, surtout dans les échanges commerciaux. Ça nous donne un grand marché. Surtout qu'aujourd'hui, le Togo est devenu, par l'effort du chef de l'État, un hub logistique. Ça nous permettra de nous concentrer et de créer plus de richesses internes. Et voilà tout ce qu'on pouvait retenir de la levée du drapeau du Togo hier à Londres. Retour maintenant à Lomé pour signaler également la réunion des ministres chargés des transports au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Au cours des travaux, les ministres vont évaluer les progrès réalisés et les défis à relever dans la mise en œuvre du règlement 14 de l'UEMOA qui stipule le respect du gabarit du poids et de la charge à l'issue des véhicules lourds de transport de marchandises dans l'espace communautaire. Le point à l'ouverture des travaux avec Carmen Madji Akago. Le problème de surcharge routière reste difficile à gérer dans l'espace communautaire. La norme de surcharge à tolérer est de 15%, mais on rencontre des véhicules surchargés à plus de 20%. Une situation qui ne peut être résolue unilatéralement par un seul État. Il faut donc conjuguer les efforts. Depuis 2005, l'UEMOA a adopté le règlement 14 pour harmoniser les normes et procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu. Après plusieurs tentatives en vue de parvenir à une application de ce règlement par les 8 États membres de l'Union, l'application demeure en deçà des résultats attendus. Les ministres des Transports de l'UEMOA sont donc à Lomé pour définir des pistes et solutions en vue de relever ce défi. Les États se sont engagés à la dernière réunion qui a eu lieu à Dakar en septembre 2019 à appliquer ce règlement à 100% à partir de juillet 2020. Nous constatons, après cette échéance de juillet 2020, que le règlement n'est toujours pas appliqué. Nous allons faire l'évaluation pays par pays, État par État, sur tous les aspects. La charge à l'essieu, la surcharge, le gabarit. Et l'UEMOA a déjà fait le tour des États pour recueillir les informations de terrain. Ces informations seront disséquées État par État devant les ministres de chaque État et nous allons voir les failles et ce qu'il faut corriger. Au Togo, des mesures sont prises pour une mise en application intégrale du règlement 14. Le pays est le seul à avoir obtenu une note de 100 sur 100 sur une moyenne de 72 sur 100 à la dernière revue des réformes de politique et projets de l'UEMOA. Nous constatons que les infrastructures où les États ont investi beaucoup de milliards se dégradent. Au bout de 5 ans, on constate la dégradation des infrastructures. Le ministre de la Sécurité et moi-même, nous avons sorti un communiqué il y a 2 jours pour que les contrôles recommencent. La police, la gendarmerie, vous allez les rencontrer prochainement. C'est la nationale numéro 1 surtout, où nous allons procéder au contrôle et à des sanctions. Ça fait partie d'une des décisions que nous venons de prendre. Et les Ghana, la Guinée, qui ne font pas partie de l'UEMOA, aussi vont appliquer la même chose. Le 16 décembre prochain, le règlement 14 aura 17 ans. Pour célébrer cet anniversaire en toute beauté, la commission de l'UEMOA compte sur la bonne volonté de chacun pour une mise en application intégrale de ce règlement dans tous les États membres de l'UEMOA. L'Union européenne soutient l'initiative.
Le marché au troc de Lomé, allons à présent y faire un tour. Un marché qui nous fait revivre l'histoire à travers échange de produits selon les besoins exprimés de part et d'autre. L'initiative cadre si bien avec l'édition 3 du mois du consommé local. Christine Petiki-Aloudet pour le reportage. Du gingembre granulé et autres épices échangés ici contre de la liqueur aux épices. Là, c'est du collyre d'argile contre la pommade. Juste à côté, de la tomate fraîche contre du vin. L'échange est ouvert au public. Nous sommes au marché du troc à Madahome, à Didogome. J'ai échangé du vin produit localement à base de la témésière du Kinkeliba avec les tomates de notre maman. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. On a fait une équivalence de prix et je viens de partir avec les tomates à la valeur de 2000. L'événement est à sa 3e édition. Togui Atsiombo Nyaglodro 3 est l'un des fidèles à ce marché. Les produits en échange portent tous la marque Made in Togo. Cette année, la fédération échange ce lot de produits contre 2 stands à la prochaine foire de Lomé. L'initiative s'insère parfaitement dans le contexte du consommé local. Elle est encouragée par le ministère du Commerce. Vous pouvez prendre un produit que vous avez, dont vous disposez déjà, pour venir sur le site et échanger ce produit contre un autre produit que vous voulez. Et c'est une activité que nous encourageons fortement pour revenir à nos valeurs. Le troc prend fin chaque jour à 14 h pour faire place aux achats ordinaires et ce, pour 3 jours. L'actualité hors du Togo, en bref et en image au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré est officiellement investi président de la transition. La sécurité, l'unité nationale et le développement du pays restent les priorités du nouvel homme fort du Burkina Faso. À peine installée, Liz Truss rend déjà son tablier. La crise économique serait passée par là. L'Angleterre n'a plus de Premier ministre depuis hier. Face à l'urgence, un nouveau Premier ministre est attendu avant le 28 octobre prochain. Reportage. 45 jours à Downing Street, la première ministre britannique Liz Truss a annoncé ce jeudi sa démission. Suite à l'abandon de son programme économique qui avait provoqué la frayeur des marchés et le départ de 2 de ses plus importants ministres, Liz Truss était plus isolée que jamais au sein du Parti conservateur. Compte tenu de la situation, je ne peux pas remplir le mandat sur lequel j'ai été élu par le Parti conservateur. J'ai donc parlé à Sa Majesté le Roi pour l'informer que je démissionne de mon poste de chef du Parti conservateur. Le Parti conservateur a indiqué que le successeur de Liz Truss devrait être désigné à l'issue d'un processus d'élection interne accéléré. Il sera possible de procéder à un scrutin et de conclure une élection d'ici le vendredi 28 octobre. Nous devrions donc avoir un nouveau leader en place avant la déclaration fiscale qui aura lieu le 31. Parmi les personnes susceptibles de proposer leur candidature figure Boris Johnson, que Liz Truss avait remplacé. Mais pour l'opposition travailliste, il est désormais temps de laisser le peuple britannique décider. Nous ne pouvons pas avoir une autre expérience avec les Tories à la tête du pays. Il y a une alternative, et c'est un gouvernement travailliste stable. Et les citoyens ont le droit d'avoir leur mot à dire, et c'est pourquoi il devrait y avoir des élections générales. Le court mandat de la Première ministre a été marqué par le limogeage de son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, avec lequel elle avait conçu sa politique économique impopulaire. L'annonce de sa démission a provoqué le soulagement des marchés britanniques, avec notamment le rebond de la livre sterling.
Et retour en page nationale avec l'ouverture ce matin à Lomé du deuxième congrès statutaire du Cercle des professionnels du secrétariat et de l'assistanat au Togo. Pour l'occasion, l'association professionnelle se familiarise avec l'utilisation d'éthique. Compte rendu, Sandra Ziagbi. L'éthique et le numérique révolutionnent en continu le travail des secrétaires et assistants de direction. Des outils incontournables qui offrent une polyvalence assez bien cotée sur le marché de l'emploi. Les professionnels prennent la mesure du défi. Nous voulons attirer l'attention des secrétaires assistants que le digital doit être utilisé de façon plus positive, qu'on développe plutôt la curiosité positive. Quand nous sommes avec nos patrons, qu'est-ce qu'il faut faire pour faciliter le travail aux managers? Aujourd'hui, la méthode de classement, on n'est plus obligé de faire le classement physique uniquement, mais on peut aussi utiliser le digital pour conserver les documents. Par visioconférence, la ministre du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes était aux côtés de ces chevilles ouvrières de chaque organisation. Tout en reconnaissant le grand travail qu'abattent secrétaires et assistants de direction, la ministre les a conviés à la poursuite permanente de l'excellence. Aujourd'hui, le monde a beaucoup changé. Votre métier a changé. Vous êtes des parfaits compagnons, même si aujourd'hui, les ordinateurs, les logiciels et les différentes applications tendent à nous faire croire qu'on peut se passer de vous. Je suis certaine que vous sauriez créer la cohésion sur le lieu du travail et l'efficacité de vos patrons. Le CEPROSAT, Cercle des professionnels du secrétariat et de l'assistanat du Togo, est créé en 2007. Ce deuxième congrès statutaire aboutira à l'élection d'un nouveau bureau national. Fini toute forme de stigmatisation et de discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH/SIDA en milieu rural. Pour mener à bien ce combat, le ministère de l'Action sociale, à travers la direction du genre, a procédé à l'installation des cellules de veille à Belay. Après ceci, les cellules sont envoyées en mission. Compte rendu, Sylvain Rabdou. Un élan vers le renforcement des actions communautaires pour réduire le taux des personnes victimes de stigmatisation en matière de VIH/SIDA. L'action entreprise ici, l'installation des cellules communautaires de veille, des cellules pour véritablement s'engager dans la lutte contre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les femmes et filles affectées par le VIH/SIDA. Une lutte pour les encourager à aller dans les centres de prise en charge. Il a été constaté que pour cause de stigmatisation et de discrimination, les personnes qui ont besoin des services en matière de VIH/SIDA se soustraient et ne veulent pas aller vers ces services pour en profiter. Puisque c'est au sein des communautés que ce phénomène se vit, il fallait procéder au renforcement de l'action communautaire. C'est pourquoi il est procédé aujourd'hui à la mise en place des cellules communautaires de veille et de lutte contre les stigmatisation et la discrimination au sein des communautés. Les cellules de veille vont donc accompagner cette lutte sur le terrain. Ceci dans la perspective de permettre au gouvernement d'atteindre ses objectifs, c'est-à-dire parvenir à l'élimination du VIH/SIDA d'ici à 2030. Nous sommes très aguerris par ces journées de formation. Nous partirons pour aider notre population, leur dire ce qu'il faut pour être en bonne santé, surtout en matière de VIH/SIDA. Et d'autres manières de les refouler de la société, nous allons parler à notre population. Pour éviter qu'on ait ce genre de situation en matière de lutte contre le sida et être au rendez-vous de 2030, en ce sens, en répondant à l'objectif de l'ONU-SIDA sur les 3,95%, il faut forcément, d'ici 2030, faire en sorte que le sida n'ait plus droit de cité dans notre pays. Les membres des cellules de veille sont issus des communautés. Avant leur installation, ils ont bénéficié d'une formation sur la notion du VIH/SIDA ainsi que les dispositions légales en matière de protection des personnes victimes de cette maladie.
Et situation maintenant de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 21 octobre 2022. Et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 39 278. Le nombre de personnes guéries est de 38 937. Le nombre de cas actifs est de 52 et le nombre de décès de 289. Situation rendue publique ce jour par le ministre chargé de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Prudential, Beneficial Life et ses partenaires multiplient aussi à leur niveau des actions humanitaires et de développement à travers le pays. Ils étaient encore cette semaine à Nouépé et à Bekota pour inaugurer des ouvrages installés au profit des populations. Compte rendu Gisèle Kozonarici et Kouissala. Potable à tous les robinets du centre de santé de Nouépé. Mais pas seulement. La population d'ici peut enfin en profiter aux besoins. C'est l'œuvre de l'ONG Café et Prudential Beneficial Life Insurance. Elle contribue ainsi à la politique de l'accès à l'eau potable pour tous d'ici à 2030 au Togo. Pour les habitants, de l'eau à proximité de soi resplendit la vie. Avec le nouveau GIE qu'on vient de nous mettre en place, vraiment, nous sommes vraiment très émus et très contents parce que nos femmes qui vont maintenant accoucher seront vraiment bien à l'aise dans leur lit d'accouchement jusqu'à leur départ parce qu'il ne faut plus transporter des bidons d'eau comme avant. Les études ont montré que 90% des cas de ces femmes-là sont constatées à la recherche de l'eau potable. Aujourd'hui, chose faite, je pense que ça va leur permettre de pouvoir vaquer librement à leurs activités de revenus afin d'arranger des ressources pour pouvoir supporter leur famille et contribuer au développement de leur communauté. Direction CGB Kota. Aux côtés de Beneficial Life, l'association ADIC, de son côté, dote l'établissement des sanitaires. De quoi soulager les apprenants et le corps enseignant. Je suis en joie, très en joie, parce que nous n'avons vraiment pas vu ça depuis que je suis arrivé à la tête de ce lycée. Les enfants, c'est dans la brousse, derrière les maisons. L'attente a été très longue. Aujourd'hui que nous avons ça sous la main, nous allons vraiment prendre soin de ça. Notre premier objectif, c'est de permettre aux populations de tirer le meilleur. Parce que quand les communautés sociales, à la base, ont le minimum qui est requis, je crois qu'on peut commencer par penser à autre chose. Aider les gens à tirer le meilleur de la vie. Soutenir les communautés locales à travers des appuis multiformes, c'est la mission que s'est assignée Prudential Beneficial Life Insurance depuis 170 ans. Avec la compagnie d'assurance, l'ONG Café et l'association ADIC entendent par ces ouvrages améliorer le quotidien des populations bénéficiaires. Le digital au service de l'entrepreneuriat féminin, un module d'actualité qui est repris et partagé avec un groupe de jeunes filles pour honorer la journée internationale de la fille. Compte rendu de ce séminaire avec Edwige Atakpabassabi, ici Clarisse Atikle. L'entrepreneuriat à travers le digital. 100 jeunes filles seront outillées en la matière durant 3 mois. L'initiative, portée par My Design, vise à permettre aux jeunes filles de rendre utile leur quotidien sur les réseaux sociaux et autres plateformes digitales. À partir de ce qu'elles vont apprendre, les compétences dures, les hard skills, comment est-ce qu'il faut utiliser le digital, on va les apprendre comment rentabiliser ça après pour pouvoir régler un problème. Si vous arrivez à régler un problème aujourd'hui, vous n'allez jamais manquer de liquidité parce que vous allez aller où il y a le besoin. Je salue ce projet Digito Féminin parce que depuis l'avènement de Covid-19, le monde a viré dans une nouvelle ère, dans une nouvelle époque dirigée par l'Internet, dirigée par le digital. Le digital reste aujourd'hui fondamental dans tous les secteurs. Cette formation devra amener les bénéficiaires à savoir comment en tirer profit. Pour aider la population, je pense aux jeunes filles parce que les jeunes filles n'ont pas forcément les moyens. Et elles sont, je peux dire nos mamans, elles sont la relève de demain et tout. Du coup, j'ai pensé à faire une formation gratuite. Et aussi, pour soutenir l'entrepreneuriat, vu que les femmes, après la formation, doivent entreprendre, nous avons sélectionné les jeunes filles de 22 à 30 ans qui sont disponibles et qui veulent vraiment suivre la formation et qui veulent devenir des leaders. La formation s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la jeune fille. Les bénéficiaires recevront chacune un ordinateur portatif à la fin pour s'exercer et bien maîtriser l'outil informatique.
Le mondial de football Qatar 2022, c'est dans quelques jours, mais déjà l'organisation fait toujours parler d'elle. La nouveauté cette semaine reste la question des supporters qui vont occuper les tribunes pendant les matchs. Les Qataris semblent-ils dépensent déjà gros pour remplir les stades? Reportage. Stade flambant neuf cherche supporters pour mettre de l'ambiance. C'est en substance le message reçu par plusieurs fans de foot à travers le monde, comme Joseph Delage. Il y a quelques semaines, il est contacté via les réseaux sociaux par un influenceur se disant proche du Qatar. Il lui propose une offre sur le papier difficile à refuser. Il me vend le bon plan parce que c'était effectivement un bon plan, en fait, avec l'avion, l'hôtel, des places garanties pour le match d'ouverture, éventuellement pour d'autres matchs également, et avec une présence sur toute la durée du premier tour. Joseph Delage a refusé l'invitation. Il n'ira pas au Qatar. Supporter des Bleus depuis 30 ans, il fait partie d'une association reconnue par la Fédération française de football. C'est pour cela, selon lui, qu'il a été choisi. C'est toujours étonnant parce que on se dit toujours pourquoi moi. Et la réponse au pourquoi moi, c'était t'es quelqu'un qu'on connaît, qu'on reconnaît dans les tribunes. T'es quelqu'un de plutôt moteur et qui est animateur. Et a priori, j'avais le bon profil pour ce programme-là, quoi. Le Qatar cherche-t-il à recruter des supporters? Lundi à Doha, la FIFA et les organisateurs qataris ont annoncé que 90% des billets avaient trouvé preneur, soit 2 900 000 places. Le Qatar étant le principal acheteur, devant les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Loin, bien loin devant la Belgique, 1 millier de Belges seulement devraient faire le déplacement. Le Qatar a donc décidé d'en faire venir, tout frais payés. C'est le comité d'organisation de la Coupe du Monde au Qatar qui en effet pris contact avec certains supporters pour en effet régler les vols, régler les frais d'hôtel ainsi que les tickets pour le match d'ouverture. Le match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur est dans un mois. Les organisateurs l'assurent, le stade sera plein. Et cette note avant de refermer cette édition, le 23 octobre prochain démarre le 5e recensement général de la population et de l'habitat au Togo. Le processus s'avère indispensable pour permettre au pays de disposer des données fiables sur la population pour élaborer des projets de développement. Comment ce recensement se déroulera-t-il? Qui participe? Que gagne le pays? Autant de questions que Anita Tigakou posera à ses invités ce soir dans votre émission Au cœur de la nation à partir de 21h. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette édition. Au revoir et à très vite.